Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de Reconquête, ancien candidat à l'élection présidentielle, la dernière en 2022. Vous étiez arrivé en 4e position avec 7%. Vous allez nous parler de vos intentions pour celle qui vient. Mais d'abord, je vous présente Louis Augry, Bonsoir. membre éminent de notre cellule Vrai ou Faux de France Info. C'est notre rendez-vous tous les soirs avec la cellule Vrai ou Faux. Et Louis, vous revenez ce soir sur une déclaration que vous faites régulièrement sur les plateaux. Éric Zemmour, l'immigration de travail qui pourrait bientôt être remplacée par les nouvelles technologies. Ah oui, d'accord. Oui, on vous écoute pour Allez-y, vous remettre je vous en en mémoire. Des robots avec l'intelligence artificielle qui pourront faire beaucoup des travaux aujourd'hui dévolus aux immigrés. Moi, je choisis les robots plutôt que les immigrés. La robotique va régler beaucoup de nos problèmes. Et d'ailleurs, c'est déjà ce qui se passe au Japon, où il n'y a quasiment pas d'immigration. Alors, l'intelligence artificielle et les robots vont-ils remplacer les immigrés, Louis ? C'est la grande question, en tout cas des robots et de l'IA plutôt que des étrangers. C'est ce que vous appelez régulièrement de vos voeux, Monsieur Zemmour. Mais à quel point est-ce que tout ça, c'est réalisable ? Alors déjà, pour se poser la question, il faut regarder quels sont les métiers aujourd'hui qui sont occupés majoritairement par des immigrés en France. Selon les chiffres du CEPI et de la DARES, ils sont surreprésentés dans plusieurs secteurs. Par exemple, 39% des employés de maison, 28% des agents de sécurité, 26% dans les cuisines ou encore 17% dans les aides à domicile. On retrouve aussi bien évidemment les métiers du BTP, de la santé, l'agriculture, des métiers qui sont considérés comme sous tension, parfois au contact direct avec les gens. Et on a parlé avec plusieurs chercheurs qui nous disent tous que ces métiers sont finalement assez peu concernés pour le moment par le remplacement par l'intelligence artificielle. On le répète souvent, mais on va le répéter encore, à court terme, en France en tout cas, ce sont surtout les métiers qu'on appelle les cols blancs dans les bureaux, qui utilisent régulièrement des algorithmes qui sont le plus concernés par un remplacement, en tout cas rapide, en France. Oui, mais dans d'autres pays, c'est vrai que la robotisation s'occupe déjà des tâches manuelles et répétitives. Oui, je suis sûr que vous avez pu voir ces vidéos qui circulent énormément sur les réseaux sociaux. Ces robots qui trient des colis, par exemple, ou qui s'occupent aussi des bagages pour des compagnies aériennes. Là, c'est une compagnie aérienne japonaise, même si c'est souvent en phase d'essai, ça reste quand même impressionnant. Et c'est vrai, Monsieur Zemmour, vous en parliez, ça fait des années, par exemple, qu'au Japon, on mise sur la robotisation dans l'industrie pour faire face, par exemple, au vieillissement de la population, à la baisse démographique. Sauf que dans le même temps, d'après les travaux de l'OCDE, le Japon, qui historiquement, c'est vrai, a eu assez peu recours à l'immigration, elle a fini depuis quand même une dizaine d'années par ouvrir peu à peu ses frontières, de manière encadrée certes, mais on a plus 65% de population immigrée au Japon en 10 ans, entre 2014 et 2024. La population étrangère, elle a même dépassé les 4 millions l'année dernière. Alors ce qui est vrai, c'est que la première ministre actuelle, elle a promis de durcir le ton là-dessus, de baisser l'immigration, mais ces dernières années, elle y a eu recours pour son économie. L'OCDE, d'ailleurs, dans cette étude, souligne que l'automatisation, ça a été efficace dans l'industrie, par exemple, mais beaucoup moins dans les services, par exemple, dans les rapports à la personne, dans les aides à domicile, par exemple. Et on a d'autres exemples, Louis, à part le Japon ? Oui, quand on cite d'autres pays qui sont vraiment en pointe sur la robotisation, on parle d'un pays européen aussi, l'Allemagne, par exemple, qui est le leader européen là-dessus. Et là, même constat. Selon cette étude, les robots et l'IA ne réduisent pas les flux migratoires vers l'Allemagne. Ces technologies peuvent transformer les emplois, même plutôt faire baisser les salaires des migrants donc à la baisse, mais ils ne remplacent pas globalement la main-d'œuvre étrangère. En fait, la littérature scientifique, elle est assez claire. La robotisation et l'IA peuvent remplacer certains métiers, certains secteurs, mais dans l'ensemble, les exemples japonais et allemands le montrent plutôt bien. Il n'y a pas de lien direct entre l'IA ou les robots et une baisse de la demande sur la main-d'œuvre étrangère. Merci beaucoup, Louis Augry. Merci. On rappelle, tous les samedis, le rendez-vous avec toute l'équipe pour l'émission Le Vrai ou Faux, à midi sur France Info. Alors, est-ce qu'on peut faire un vrai ou faux du vrai ou faux ? Mais allez-y, je vous en prie. Parce qu'il faut distinguer. D'abord, il faut rappeler que l'immigration de travail ne représente que 10% de l'immigration légale en France. Sur les 500 000 immigrés, 380 000 visas, plus les 150 000 droits d'asile. Familial. Voilà, des étudiants, regroupements familial, etc. Et le travail, c'est 50 000, premièrement. Deuxièmement, la population étrangère travaille moins que les Français. 40% des Algériens ne sont ni au travail, ni au chômage, ni en retraite. Ça veut dire que ceux qui travaillent peuvent être remplacés par des robots. Mais attendez, parce qu'il faut mettre toujours dans ce contexte-là, parce qu'en général, on nous dit « Ah là là, mais les immigrés, ils viennent pour travailler ». Non. Bon. Troisièmement, il faut distinguer l'IA des robots.
Bon. Vous parlez Les des robots, deux, non, moi je vous parle des robots. Après, on mettra de l'IA dans les robots si on veut, mais pour l'instant, mon sujet, c'est les robots. Et vous avez raison, ça ne règle pas tous les problèmes, je n'ai jamais dit ça. En revanche, par exemple, pour l'agriculture, j'ai discuté avec des amis agriculteurs, et là, quand les prix auront baissé, ça sera très intéressant. Pareil pour, je dirais, le bâtiment, les poubelles, etc. En revanche, vous avez raison, quoique les Japonais le font, mais pour s'occuper des enfants... âgées, ça serait pas ça, c'est Voilà, sympathique de c'est leur envoyer exactement un ce que robot. j'allais dire. Avec des gens qui Les parlent pas, avec enfants une et les personne personnes par âgées... bon, ça j'apprécierais moins. Vous voyez, donc il faut distinguer. Maintenant, vous avez raison, il y a des emplois qui seront absolument pas réducteurs aux robots. Et là, je compte sur d'autres méthodes, c'est-à-dire les millions de gens qui sont au chômage en France et la réduction massive de l'assistanat qui doit pousser les gens à aller travailler. Merci beaucoup, Louis Merci. Augry. Éric Zemmour, le gros sujet d'actualité du jour et de ces jours-ci, évidemment, vous le savez, c'est la canicule avec une série d'éléments depuis là quelques heures qui inquiètent et qui montrent que le gouvernement s'inquiète. Le préfet de police de Paris indique à l'instant que les hôpitaux parisiens sont saturés. Je vous ai entendu dire ça. Quand j'étais en Il vacances. y a une surmortalité à Paris et visiblement dans toute la France, même si on n'a pas encore un certain nombre de chiffres. Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur France Info aussi, a pris la parole tout à l'heure et il a défendu d'une certaine manière ce qui avait été fait jusqu'à aujourd'hui en disant on a fait un vrai travail d'adaptation. Non, mais je suis dubitatif, on dira en bon français. Écoutez, moi, je vois que nous sommes un des pays qui est le moins climatisé au monde. Non pas que j'ai une passion pour la climatisation. Je suis comme tout le monde, je peste quand dans les avions, je dois remettre un pull parce que c'est trop climatisé, ou aux États-Unis, j'en reviens. Vous savez, pour 90% la des version américaine 90% de mon livre Le Suicide français, évidemment, quand on doit mettre des pulls dans tous les espaces parce que c'est trop climatisé, je suis comme tout le monde, je peste. Donc le tout clim n'est pas la solution. Donc tout clim, encore une fois, il y a des défauts à la climatisation, mais il n'empêche que, vous savez, la climatisation, ça a été inventé dans les années 40 aux États-Unis pour permettre justement aux gens de travailler dans les bureaux dans l'Amérique profonde, parce qu'il y avait à l'époque déjà des températures énormes en été. Et des pays comme Singapour ont misé à fond sur la climatisation depuis les années 60-70 parce que leur climat obérait leur développement économique et ça a permis leur prospérité. Donc vous voyez, il y a des qualités énormes. Alors quand vous me dites maintenant, M. Macron se félicite, moi, je ne vois pas en quoi il a à se féliciter. On est, on le disait, l'un des pays les moins climatisés du monde. Et deuxièmement, il y avait, je m'en souviens, et Nathalie Saint-Cry doit s'en souvenir aussi, après la canicule de 2000. La Première Guerre mondiale. Oui. Non, je n'ai pas dit après Louis XIV. Après la canicule de 2003, il y a eu 15 000 morts. Absolument, très bien. Donc, il y a eu un plan, on a donné une journée de solidarité, les gens ont travaillé une journée en plus, ça a rapporté à peu près à l'État 3 milliards et demi. Pourquoi n'a-t-on pas climatisé, en tout cas, les espaces publics? On pouvait, je fais ça rapidement, la première année, 3 milliards et demi pour les EHPAD, la deuxième année pour les écoles et les crèches, la troisième année pour les hôpitaux, vous voyez, ça allait vite. Eh bien, on n'a rien fait du tout. Alors, et aujourd'hui, on construit, non mais rien, on je a- caricature, mais regardez, aujourd'hui, on construit encore en 2026 un hôpital sans climatisation. C'est ça que je veux Alors, dire. vous parlez quand de on dit l'hôpital on a- de Nantes qui a effectivement Voilà. une architecture qui n'inclut pas la climatisation, mais plutôt des façons alternatives, renouvelables et tout, de restaurer la fraîcheur. À qui imputez-vous c'est de la négligence, c'est du climato-scepticisme, c'est de la bêtise, ou c'est un manque d'argent, ce retard qu'il y a? Vous voulez Parce que qu'en gros, Jacques Chirac, c'est 2002 quand il dit la maison Absolument, brûle, absolument. et on n'a pas Et- l'impression qu'il soit passé grand-chose. Ben, je vais vous dire, d'après moi, c'est deux choses. La première chose, c'est l'influence délétère, on ne dira jamais assez l'influence délétère de l'écologie politique et des Verts, qui nous ont dit pendant des années, il ne faut pas s'adapter. J'allais dire, il ne faut pas de climatisation. Est-ce que En c'est pas, vérité, quand même, Éric c'est même, Zemmour il ne faut pas s'adapter Oui. parce que ça empêche de combattre le réchauffement climatique. Mais est-ce que On c'est pas un reconnaissait peu- qu'ils ont dit ça. Est-ce que c'est pas un peu injuste quand même? On entend effectivement cette accusation dans une partie de la classe politique contre les Verts. C'est quand même les seuls qui parlent du sujet du réchauffement climatique depuis des années, qui n'est pas un sujet, par exemple, on vous a entendu beaucoup défendre. Vous parlez beaucoup d'immigration, d'insécurité. Vous n'avez pas beaucoup parlé de Mais je réchauffement suis d'accord, climatique. Je suis d'accord.
Je ne dis pas qu'ils n'ont pas parlé de réchauffement climatique et qu'ils ne se sont pas emparés de ce sujet avant tout le monde. Je ne dis pas le contraire. Je dis que simplement, comme ce sont des idéologues anticapitalistes et gauchistes, ils modifient tout. C'est-à-dire qu'ils parlent du réchauffement climatique et ils disent immédiatement il faut combattre le capitalisme parce que c'est le capitalisme qui provoque le réchauffement climatique. Ils parlent du réchauffement climatique et après ils nous disent il faut abattre le nucléaire alors que c'est l'énergie la moins carbonée. Vous voyez, ça c'est les contradictions des Verts à cause de leur idéologie. Je ne dis pas qu'ils n'en parlent pas, je dis qu'ils s'en mêlent eux-mêmes les pinceaux. Donc là, en l'occurrence, ils nous ont dit deux choses. Ils nous ont dit il y a un réchauffement climatique, c'est grave, mais il ne faut surtout pas s'adapter parce que ça empêche de lutter contre. Et ils nous ont dit une deuxième chose, il ne faut pas de nucléaire. Alors qu'on le voit aujourd'hui, si par exemple on prend des climatisations, on parlait de la climatisation, à 95% en France, c'est électrique nucléaire. Vous voyez, on n'est pas l'Allemagne, nous, on ne met pas de charbon. Donc c'est parfait pour le climat. Et vous, Éric Zemmour, à part la climatisation, qu'est-ce que vous proposez ? Déjà, pour la chaleur, la climatisation, c'est quand même une bonne méthode, voyez-vous. Mais est-ce que vous envisageriez, pour le reste, puisqu'on va refaire la métaphore, oui. vous, président, est-ce que vous envisageriez, même quand si on n'a pas d'argent, de lancer un vaste plan tout de suite, ici et maintenant, de rénovation des écoles, des bâtiments ? Je vous ai répondu. Parce que, Écoles, hôpitaux, EHPAD, ça Mais- devrait être déjà fait. Climatisation. D'accord, Pour le reste, les gens, dans le logement. il faut qu'ils aient de l'argent. Et il faut pour cela qu'on baisse les impôts et les charges pour qu'ils s'adaptent eux-mêmes et qu'ils s'achètent des climatisations et des méthodes pour s'adapter à la chaleur. Mais Des logements les gens qui vivent dans Mais- les logements sociaux et qui ne payent pas d'impôts, vous savez très bien qu'ils n'ont pas les moyens de rénover leur logement social. Mais attendez, le logement social, c'est public. Oui. Ou pas ? Donc ça, c'est le logement que- social qui doit financer. D'accord. Vous voyez bien, parce que quand ils sont locataires, ils ne vont pas financer. Ils peuvent à la limite s'acheter un ventilateur, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, vous avez raison, que s'ils ne sont pas propriétaires, ce n'est pas eux qui vont financer la machine à climatiser tout l'immeuble, évidemment. Est-ce que vous trouvez que les Français ont tendance à toujours tout demander de l'État ? Je m'explique. Il y a certaines personnes qui considèrent que l'État nounou, c'est-à-dire que dès qu'il fait chaud, dès qu'il fait quelque chose, on a recours à l'État, on pose la question, et on est en colère quand il ne le fait pas, alors que parfois, c'était le cas notamment au moment des masques, où Angela Merkel disait à Macron, écoutez, chez nous, ils se débrouillent, ils n'ont pas leur premier réflexe qui est de dire l'État Mais- est défaillant. Moi, je vais vous dire. Est-ce que vous trouvez qu'en l'occurrence, avec cette crise de canicule, Mais parce c'est une épreuve qu'on les a éventuelle ? éduqués comme ça. Les Français étaient traditionnellement, historiquement, tout le contraire. Ils étaient réputés pour être les rois de la débrouillardise. Bon. Aujourd'hui, le problème, c'est que dès qu'on a un problème, on fait la prime rénov', la prime ceci, la prime cela. Moi, je suis contre ça. En même temps, nous sommes le pays le plus imposé au monde. On a 46-47% de prélèvements obligatoires et 57% de dépenses, 57% du PIB de dépenses publiques. Il faut réduire ces deux chiffres, il faut réduire les dépenses publiques, il faut arrêter de faire des primes à tout va sur tout et n'importe quoi et réduire les impôts. Il faut que les gens aient plus d'argent pour faire ce qu'ils veulent. Et non pas, je suis tout à fait d'accord avec vous, Ah, mais c'est une se question, retourner vers... Oui, moi je réponds, se tourner vers l'État pour réclamer. Mais s'ils le font, c'est parce qu'ils n'ont plus les moyens. Vous savez, je pense sérieusement qu'il faut... Je pense que ça sera un des grands thèmes de la présidentielle. L'appauvrissement des Français. Je pèse mes mots. Je pense que les Français, depuis 20 ans, se sont considérablement appauvris. Et Thème on qui le est voit- développé d'ailleurs par Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui Peut-être, vous savez, moi je ne suis pas le commentateur de Marine Le Pen et de mais Jordan c'est Bardella. bien, Je pense qu'ils se sont appauvris et que, d'ailleurs, on le voit dans un chiffre très clair, très simple. Le PIB par habitant. Je vous donne 3 comparaisons, vous allez voir, c'est sidérant. Dans les années 50, nous sortons de la guerre, nous sommes très pauvres, le PIB par habitant est la moitié de celui des Américains. Dans les années 70, nous avons eu les 30 Glorieuses, nous avons rattrapé le PIB par habitant des Américains. Aujourd'hui, nous sommes à la moitié du PIB par habitant, comme après la guerre. On pourrait comparer par rapport à l'Allemagne, 20% de moins, par rapport aux pays du Nord, 30%, le Danemark, la Hollande, etc. Vous voyez, on s'est considérablement appauvri. Je ne vous parle pas de la Suisse. Mais appauvri avec quand même un système étatique qui prend en charge beaucoup de choses, ce qui n'est pas le cas dans certains pays. Mais oui, Ceci mais pourrait c'est ce expliquer que je cela. vous dis, mais ça nous coûte. C'est ce que vous voulez supprimer ou Ah. baisser beaucoup. Je veux baisser les impôts et baisser les dépenses. On peut imaginer aussi, vu l'actualité récente, que vous dites là à l'instant, que ça sera un sujet important, le pouvoir d'achat, et c'est ce qu'on voit dans les sondages. Je voudrais juste qu'on vous posiez une ou deux questions sur la justice et l'affaire Liliana à laquelle on a assisté.
qu'on a connu assez récemment. La dernière prise de position des magistrats considère, de 2 magistrats notamment, qui considèrent qu'on qualifie, on utilise les magistrats comme bouc émissaire et que les sanctions ne sont pas, les sanctions individuelles, ne sont pas adaptées. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de Gérald Darmanin de sanctionner immédiatement le substitut du procureur et, côté Nunez, 2 gendarmes qui seront mutés d'office? Je vais vous répondre. Okay, je vais vous répondre parce que c'est de la justice expéditive, que c'est pas bien et qu'il faut... Non, mais je vais répondre. C'est une question fondamentale et qui, comme vous le savez peut-être, me hante depuis des décennies. Coup d'état des juges, j'ai écrit un livre en 1997, Le coup d'état des juges. Dans mon livre, Le suicide français, donc, qui est réédité et qui va avoir aussi un documentaire télé sur Canal, sur la plateforme Canal, pas sur la chaîne, sur la plateforme Canal. C'est la même chose. C'est un des premiers sujets que j'aborde dès le début des années 70, etc. Je pense que c'est un sujet fondamental. Pourquoi ? Parce que quand on parle de justice, on a le souvenir de la justice à la papa, qui se définissait par 3 principes. Le premier principe, la justice n'était qu'une autorité. Ce n'était pas un pouvoir, à égalité avec l'exécutif et le législatif. Dans la Constitution de la 5e, c'est écrit autorité judiciaire. Le deuxième principe, c'était les juges sont indépendants, mais leur indépendance est encadrée parce qu'ils sont la bouche de la loi, disait Montesquieu. C'est-à-dire qu'ils doivent appliquer strictement la loi. Troisième principe, les procureurs, et on en vient à M. Darmanin, les procureurs sont sous l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice, qui les considère comme des préfets. Ça, c'est les 3 principes de la République. Oui. Nous ne sommes plus en République. Parce que ces 3... Je vous assure, ne faites pas la moue, je suis très sérieux. Je pense que les républicains de la 3e République considéreraient que nous ne sommes plus en République. Je suis très sérieux. Attendez, je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Vous avez vu les 3 principes que j'ai énoncés. Le premier principe, le justice n'est plus une simple autorité. Elle est devenue un pouvoir à égalité, voire supérieur aux 2 autres. Quand vous voyez le Conseil constitutionnel qui, à la limite, légifère. On pourrait discuter. Il nous faudrait 1h30 d'émission. Il nous faudrait 1h30. On n'a pas le temps là. Ça serait passionnant. D'accord. Vous savez, j'ai écrit des livres là-dessus. Oui. Deuxième principe, la bouche de la loi. Ils ne sont plus la bouche de la loi. Ils passent leur temps à interpréter les lois à l'aune... C'est le travail du juge, vous le savez bien. Non. Si, l'interprétation. Non, attendez. Je vous assure que les principes républicains, c'est... Je ne veux pas entendre le mot jurisprudence. C'est les principes républicains, madame. C'est très important. Et troisièmement, les procureurs, eux, sont indépendants. Donc le ministre de la Justice, M. Darmanin, il peut sanctionner, mais parce qu'il ne sert à rien, M. Darmanin. D'ailleurs, pas que lui. Ça fait 10 ans, depuis que les ministres de la Justice n'ont plus le droit d'envoyer des instructions individuelles aux procureurs, les ministres de la Justice ne servent à rien. Monsieur Darmanin, comme les autres. Il faudrait fermer la place Vendôme. C'est pas la peine de lui demander sa démission puisqu'il sert à rien. Mais je ne demande pas exactement, c'est pour ça que je ne demande pas sa démission. Juste une précision. Les procureurs, si on a fait ça, si on a coupé, parce qu'il y a aussi dans tous vos ordres qu'on pouvait donner aux procureurs, il y avait les bons ordres, si j'ose dire, sur une politique pénale, et puis il y a aussi les ordres d'étouffer les affaires. Vous avez raison. Donc vous trouvez ça bien que, sur toute une période, notamment sous la Ve République, la justice ait été aux ordres? Moi, je vous dis... Aux ordres du politique. Ne mélangez pas les juges et les procureurs. Il est normal et bien et républicain... Mais quand on dit un procureur, tu m'étouffes ce truc-là. Oui, les procureurs sont aux ordres du ministre. Oui, excusez-moi, je ne vous dis pas que les magistrats du siège sont aux ordres du ministre. Je vous dis les procureurs. Sinon, ils n'ont aucune légitimité. Parce que sinon, ils ne sont pas élus. Aux États-Unis, ils ne sont pas aux ordres du ministre, mais ils sont élus. Ils ont une légitimité. Là, leur légitimité, c'est la légitimité démocratique du ministre. Donc concrètement, si vous y étiez, vous faites quoi? Vous sanctionnez, vous faites une cour disciplinaire? Absolument. Si vous voulez, quand des juges ils ont le pouvoir, ils doivent être responsables. Sinon, c'est une dictature judiciaire. Donc, ils ne sont pas responsables, ils ne sont jamais sanctionnés, la vérité. Le Conseil supérieur de la magistrature ne les sanctionne d'autant Donc, il faut effectivement d'authentiques sanctions, un authentique pouvoir de sanction. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il faut, par exemple, que les procureurs, on l'a dit, reviennent sous l'autorité du ministre de la Justice. Donc, supprimer cette loi de 2013 qui interdit les instructions individuelles. Il n'y a pas encore que ça. Il faut aussi que, si vous voulez, instaurer des peines planchers, des peines plafonds, comme il y a des peines plafonds, et il faut supprimer le juge des libertés et le juge d'application des peines, qui passent leur temps à atténuer les peines encourues, les peines prescrites et les peines exécutées. L'individualisation des peines qui fait on juge une personne en fonction de ce qu'elle a fait, mais de l'environnement et tout ce qu'il a pu y avoir ou comme circonstance atténuante, tout ça, vous trouvez que c'est... Ça permet aux juges
de faire rentrer son idéologie dans son Vous considérez que approche. ça permet aux juges de punir moins. Pas de punir moins, ça dépend de qui. Ouais. N'oubliez pas que la justice, depuis les années 70, avec la fameuse harangue de Baudot, est complètement soumise à une idéologie de gauche qui explique que les juges ne doivent pas être la bouche de la loi, mais corriger les inégalités et prendre parti pour le pauvre contre le riche, pour le salarié contre le patron, l'immigré contre le français, etc. etc. Donc beaucoup de juges, je ne dis pas tous, beaucoup de juges appliquent cette idéologie et comme l'individualisation des peines leur permet de mettre en œuvre cette idéologie. Et donc, on ne pourra pas enlever, c'est un principe constitutionnel, l'individualisation, mais en revanche, on peut mettre des peines planchées qui ne peuvent pas changer. En revanche, la perpétuité réelle, c'est pas quelque chose que vous défendez. Dont les surveillants qui est rejeté par les surveillants de prison. Qui existe en matière de terrorisme aujourd'hui. Moi, vous savez, je l'ai déjà dit. Ils considèrent qu'ils ont des désespérés en face d'eux qui peuvent les tuer. Je sais, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. À eux. Non, mais vous avez tout à fait raison, c'est un vrai problème humain. Donc je n'en disconviens nullement. Je vous dis, ça pose tout le problème philosophique de la peine de mort, etc. Ouais. Et donc on avait, en vérité, moi, vous savez, j'ai toujours dit que j'étais philosophiquement hostile à la peine de mort. Ne me demandez pas si je propose le rétablissement de la peine de mort, parce que c'est dans un premier temps tellement compliqué que, comme ils l'ont mis dans la Constitution, etc. Mais c'est compliqué ou c'est que vous êtes toujours philosophiquement contre? Moi, je suis philosophiquement pour. Je ne suis pas contre la peine de mort. D'accord. Alors, Éric Zemmour, vous avez réfléchi? À quoi? 2027. Ah, oula. Vous allez y aller ou pas? Je ne vais pas vous annoncer ici ma candidature. Je pense qu'une candidature, je l'ai déjà répondu, hein, ça se soigne, on fait quelque chose de solennel. Et pourquoi alors? Et donc, pourquoi il y en a 32 pour l'instant qui sont déclarés? Non, vous mélangez tout. Il y a des gens qui sont officiellement candidats, il y a des gens qui disent je serai candidat, il y a des gens qui veulent être candidats. On fait une salade et on dit il y en a 32. C'est très bien. Il faut que, vous savez, la présidentielle, selon la fameuse formule gaulienne, c'est le contact entre un homme et un peuple. Vous voulez pas être un ingrédient de la salade? Mais si, moi je n'ai pas de, je n'ai pas de vanité. Est-ce que vous déciderez? Je n'ai pas de vanité. Si je dois être candidat, eh ben je serai candidat, je serai un membre de la salade, comme vous dites. Mais la salade va s'émonder au fur et à mesure. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas candidats. Alors, donc on va venir à un étiage habituel. Vous attendez le darwinisme naturel et en gros ça veut dire en octobre-novembre. Mais exactement. Alors est-ce que dans les hypothèses il y a Sarah Knafo? Écoutez, je pense que elle a dit elle-même qu'elle souhaitait que je fusse candidat. Voilà. D'accord. Donc c'est une question quand même. De qui vous vous sentez le plus proche pour l'instant entre Bardella et Marine Le Pen? Je ne vous demande pas votre pronostic pour le 7 juillet. Je me sens proche de moi. D'accord. Je pense que... L'évolution, la légère dissociation à laquelle on assiste, qui donnait l'impression que M. Bardella va un peu plus vers une droite dite classique et abandonne, et que Marine Le Pen reste ancrée sur une droite, mais de gauche par certains. De gauche, socialiste et populiste. Fait simplement que comment vous analysez ça, de quoi vous vous sentez le moins je pense d'abord éloigné. qu'on sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Vieille formule du cardinal de Retz qui a toujours son utilité, parce que c'est ce qu'ils font depuis des années. Ils ont un en même temps. Un jour, ils disent blanc, le lendemain, ils disent noir. Et Mme Le Pen et M. Bardella rentrent volontiers dans ce jeu de rôle que j'avais qualifié d'ailleurs pendant la campagne présidentielle de Starsky et Hutch. Ils jouent beaucoup à Starsky et Hutch. Bon. Donc moi, je ne tombe pas dans ce panneau-là. Et duquel vous vous sentez le plus proche? Mais je ne me sens pas proche ni de l'un ni de l'autre. Je me sens proche de moi. C'est déjà pas mal. Donc, pour moi, c'est le candidat du Rassemblement national, sera le candidat du Rassemblement national. Pour l'instant, c'est Madame Le Pen qui dirige le Rassemblement national d'une main de fer. J'ai des désaccords fondamentaux avec Madame Le Pen et avec le Rassemblement national, à la fois sur le plan économique, parce que moi, je suis pour la baisse des impôts et non pas pour la hausse de 34 milliards qu'ils ont voté encore au budget 2025. Vous êtes plus proche de Jordan Bardella sur la ligne économique. Attendez. Jordan Bardella, je ne connais pas la ligne économique de Jordan Bardella. Moi, il a un programme, Jordan Bardella. Il a un programme différent de celui du RN. Moi, je ne connais pas la ligne économique. Sur les retraites, il a commencé à faire entendre sa différence. Je ne connais pas ça, moi. Faire entendre sa différence, vous voyez, ça, moi, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je verrai le programme, je verrai le candidat. Ce que je sais, c'est que le RN veut la retraite à 62 ans. Voilà. Et vous? Mais je suis gentil, je dis pas 60 ans. Et que Madame Le Pen, en avril 2022, a affirmé qu'elle refusait l'alliance avec Reconquête parce que nous allions voter la retraite à 64 ou 65 ans, ce qui est exact.
Donc vous voyez, c'est fondamental chez eux. Donc moi, je ne... C'est pas je ne- fondamental chez Jordan Bardella. Je Vous- ne peux pas vous croire que vous ne tombez- l'ayez pas noté, Éric Zemmour. Moi, je ne suis pas comme les journalistes. Je ne sers pas d'idiot utile à Jordan Bardella et au RN. On n'a pas dit ça. Ça fait ma différence entre vous et moi. Quand on dit que Vous nous, Jordan vous nous traitez d'idiot utile Oui, pas d'idiot, mais d'idiot utile. Pourquoi? Parce que vous tombez dans ce panneau-là, vous voyez, depuis 3 minutes, Attendez, on vous a fait faites plein de croire questions qu'il y a avant, 2 lignes. Pas- Et ça trompe les électeurs. Donc vous pensez c'est que faux. c'est un jeu de rôle Oui, de manière à absolument. ratisser là. Et ça fait des Ben années voilà, que ça donc on dure. vous pose des questions, on a des réponses. Le fait qu'on cite l'inexpérience ou qu'on dénonce l'inexpérience de Jordan Bardella comme un argument très important pour pouvoir essayer de le déstabiliser, de décrédibiliser sa candidature, alors qu'il continue à monter dans les sondages, est-ce que vous trouvez que c'est vrai? Il faut que ça tienne debout. Écoutez, on verra bien. D'abord, je ne sais pas s'il sera candidat. Moi, j'ai une chose à vous dire. Je constate, encore une fois, c'est un constat, que tous les grands pays aujourd'hui sont dirigés par des septuagénaires. D'accord. C'est mon constat. Donc c'est là, il faut être septuagénaire. Ah ben, il n'y en a pas beaucoup C'est alors. ma réponse. Alors, Très notamment, il y en a un notamment aux États-Unis, par exemple, Notamment. qui s'appelle Donald Trump. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui de ce deuxième mandat de Donald Trump qui est en train de se solder par une guerre en Iran, voilà, avec un bilan compliqué pour Ah non, lui. mais Est-ce qu'il vous a déçu? Je vais vous répondre. Moi, depuis le début, on me pose cette question depuis le début. Non pas le bilan, vous avez compris, mais voilà. Depuis le début, je fais un distinguo très simple, qui me paraissait évident, entre la politique intérieure et la politique extérieure. La politique intérieure, je continue à dire que les priorités de son mandat, c'est-à-dire lutte contre l'invasion migratoire et lutte contre le wokisme, sont les miennes. Vous soutenez le Trump intérieur? Exactement. Donc ça, je n'ai pas changé d'avis depuis le début. Et je trouve qu'il a des résultats tout à fait remarquables. Il a réussi à juguler la vague wokiste dans les entreprises. Sur l'inflation, il n'a pas des résultats remarquables. Je vous parle de mes deux priorités. Ok. Sur l'inflation, vous avez raison, mais le pays est beaucoup plus prospère que nous. Je vous ai donné des chiffres tout à l'heure. Et quand vous allez aux États-Unis, comme j'y suis allé, vous verrez que c'est même incroyable la différence de prospérité, de niveau des prix, etc. Mais passons. Moi, je vous parle des deux priorités qui sont Alors, le l'invasion Trump migratoire étranger. et le wokisme. Le Trump Et là, je pense que c'est un mouvement global de l'Occident que Trump incarne, évidemment parce que c'est les États-Unis, et que de réveil des peuples occidentaux, de retour à leur identité, de lutte pour l'identité des peuples américains, français, anglais, italiens, et que c'est un combat que je porte en France. Très bien. D'accord. Maintenant, politique étrangère. Ouais. La politique étrangère, depuis le début, je dis aussi que il défend les intérêts des États-Unis, ou ce qu'il croit être les intérêts des États-Unis, et que moi, je défends les intérêts de la France. Maintenant, vous avez raison, on peut juger en observateur, parce que la France n'est pas partie à cette guerre d'Iran. Mais si vous me demandez mon avis en observateur sur cette guerre en Iran, je pense que c'est un échec pour Donald Trump et pour les Israéliens. C'est-à-dire que, d'après moi, mais je ne... Donc un encore une fois, succès c'est pour les plus- Iraniens. c'est un grand succès Un grand pour les succès pour les Iraniens. Vous savez, dans ces guerres asymétriques, c'est comme les Ukrainiens. À partir du moment où le petit ne perd pas, il a gagné. Bon. Donc, évidemment que les Iraniens peuvent se targuer d'une grande victoire puisqu'ils ont résisté à l'armada formidable Est-ce que- des Américains et des Est-ce Israéliens. que ça veut dire, pardonnez-moi cette transition un peu Je vous rapide, en mais on prie. n'a plus beaucoup de temps, est-ce que ça veut dire que l'Ukraine a gagné ou est en train Parce de que le gagner petit est en train de retourner un peu la situation. guerre Je- Et je- est-ce que c'est une Est-ce bonne que vous nouvelle en pour Non, vous non, je ne dis pas qu'ils gagnent la guerre. L'Iranien non plus n'a pas gagné la guerre. Vous comprenez? Ils n'ont pas perdu. D'accord. Pour les petits, Il c'est y a un c'est retournement en essentiel. ce moment en Ukraine. Alors, Et enfin, en Russie plus exactement. Alors, Donc, est-ce que vous trouvez que cette guerre d'usure et cette audace et ces progrès de Volodymyr Zelensky est quelque chose qui est impressionnant et qui est positif? alors, je vais vous dire, moi, je ne suis ni ukrainien ni russe. Non, mais au début, vous aviez tenu des positions quand il y a eu l'invasion d'Ukraine Ouais. et qu'on devait accueillir un certain nombre de réfugiés, vous étiez contre. Oui. Oh, il n'y avait pas de Non, solidarité. non, j'étais contre. Il n'y avait pas de solidarité avec J'étais contre, mais je reconnais que j'ai commis une erreur parce que je pense que j'aurais dû dire que c'était différent de l'invasion migratoire arabo-musulmane et africaine. Donc j'ai eu tort. Voilà, je vous le Parce dis. qu'ils sont- Je le parce reconnais qu'ils d'ailleurs. repartent. Je l'ai écrit dans mon dernier livre. Oui. Bon, parce qu'ils sont européens et chrétiens. Maintenant, revenons à nos moutons. Effectivement, la guerre a changé d'âme avec les drones. La guerre en Iran, la guerre en Ukraine, on voit bien que les drones sont en train de changer stratégiquement l'âme de la guerre. On a connu ça dans l'histoire, quand l'arrivée des canons au XVe siècle, l'arrivée des mitrailleuses pendant la guerre 14. Vous voyez, Oui. la guerre est en train de changer d'âme. Et effectivement,
les drones, en particulier les drones low cost, j'allais dire pas cher, hein, les fameux Shahed. J'étais au salon de l'armement. J'étais au salon de l'armement pour vous dire que les Français maintenant font aussi des drones pas chers à 50 000 euros. Donc tout le monde s'y met. Donc le drone est en train de changer la face de la guerre et il permet déjà aux faibles, entre guillemets, aux présumés faibles, de renverser la vapeur. Alors maintenant, moi, j'estime que cette guerre doit cesser, qu'il faut absolument trouver un accord entre l'Ukraine et la Russie, que la Russie, on ne va pas la changer d'adresse, donc qu'elle est en Europe, et qu'il faudra de toute façon parler avec la Russie pour un grand retour à un équilibre européen. Et pour qu'elle se retire des territoires qu'elle a occupés par la guerre ? Je pense que Vladimir Poutine n'acceptera jamais, à moins d'être défait, de se retirer. Donc il faut lui laisser ? Moi, j'ai rien à laisser, vous savez, c'est les Ukrainiens qui décideront. Je pense que cette guerre ne finira jamais si les Ukrainiens exigent de retrouver leur territoire. Si demain vous êtes au pouvoir, vous poursuivez l'aide à l'Ukraine ou vous coupez ? Je pense qu'il faut... cette aide nous coûte très cher et je préférerais un vrai accord de paix, d'ailleurs que Donald Trump a proposé et je l'ai approuvé. Merci beaucoup, Éric Zemmour, d'avoir été l'invité de France Info ce soir. Merci, Nathalie. À très vite. Le JT Monde, tout de suite. Bonne soirée.